Bon, bonjour à tous. Ça va? Super. C'est bon côté live? Ouais. Donc je vais vous parler de mon retour d'expérience sur l'OSCP et l'OSWE, donc des certifications en pentest et en pentest web. Tout d'abord qui je suis un ancien NCBS, donc comme la plupart d'entre vous au final. L'équivalent pour moi ça serait Cyber 5. Ouais c'est ça, non Cyber 7. Voilà. Sinon, je fais partie de l'équipe de CTF Apericube, si jamais vous avez entendu parler. Je suis auteur aussi d'Aperisolve. Voilà. Mon expérience initiale avant de me lancer sur ces certifications-là, c'était beaucoup de RootMe, à peu près 8000 points, mais on verra que c'est pas nécessaire d'avoir un certain score. Pas mal de CTF en tant que joueur et en tant qu'organisateur, et je pense que les deux sont importants. Et j'ai un profil plutôt développeur web. C'est une des raisons pour laquelle je me suis orienté vers l'OSWE. On verra après. Pourquoi j'ai décidé de me certifier? Pourquoi je suis allé vers ces certifications-là? Tout simplement parce qu'en sortie d'école, pour moi, le diplôme n'était pas représentatif de mes compétences. Et j'avais ce besoin du coup de reconnaissance personnelle pour moi. Et ouais, besoin de valider des acquis que j'avais pu avoir. Offensive Security, très rapidement, c'est donc l'entreprise qui propose les certifications OSCP et OSWE. C'est une entreprise américaine de pentest et de forensic. Elle a été créée en 2007. Et il propose entre autres Kali Linux, Metasploit, Google Hacking Database, enfin plein d'outils. Donc c'est un organisme de formation et plus récemment, il propose aussi un environnement d'entraînement qui s'appelle Proving Ground, qui ressemble un peu à Xbox, mais en un peu plus cher. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est des propos de formation malheureusement qui ne sont pas accessibles avec le CPF, donc le crédit pour la formation. Donc désolé. Le fonctionnement de leur certification, donc ils donnent un code à 3 chiffres avec le niveau de technicité pour le premier chiffre, la plateforme supportée. Voilà. Donc il y a eu plusieurs certifications qui ont été rajoutées récemment par l'organisme. Donc les plus originaux, c'était PEN 200 avec l'OSCP. On avait le PEN 210 qui était à l'OSWP, un test du pentest Wi-Fi. Et, le PEN 300, ça a été rajouté il y a un peu plus d'1 an. Ça correspond à l'OZEP. Ce qui était marrant, c'est que le test Wi-Fi avant, ça valait 450 $. Là, maintenant, on est sur un système d'abonnement et c'est ce qu'on verra par la suite. En fait, tous leurs abonnements, maintenant, ça passe à 2000 $ minimum, l'assertif. Donc, c'est aussi pour ça que si jamais vous souhaitez passer l'OSCP ou ce genre de certification, il faudrait s'y mettre assez rapidement avant que tout devienne trop cher. La partie web, donc ils ont sorti l'OSWE pour le petit historique. L'OSWE, ça existe depuis quasiment aussi longtemps que l'OSCP. C'est juste qu'à l'époque, on ne pouvait pas le passer en ligne. Il fallait absolument aller à Black Hat US pour le passer. Donc ils ont rendu ça public en même temps que l'OZEP et l'OZ, donc 3 certifications. Ces 3 certifications, elles ont remplacé anciennement la certification qu'on appelait OSCE, si jamais vous avez entendu parler. Et là, la semaine dernière, ils ont sorti la Web 200, donc qui est pareil, une certification pentest web un peu plus accessible. Mais là, encore une fois, en termes de prix, on est sur du 2000 € minimum. Côté développement d'exploit, là, ça devient intéressant. Il y a peu d'entreprises qui proposent ce genre de certification. Mais on va avoir du développement d'exploit Windows, macOS et même Windows avancé, donc côté kernel, ce genre de choses. Voilà. Sachant que la dernière, là, pour la commander, il faut presque avoir un entretien avec eux pour être sûr que ça vaut vraiment le coup. Et dernièrement, pareil, ajouté la semaine dernière, leur première certification défensive. Donc pour ceux qui sont plus côté Blue Team, ils proposent du SOC. Voilà. Donc ce que je disais, avant on était sur des certifications autour des 1000 €, maintenant on est plus sur du 2000. Heureusement, le SCP il est encore accessible à peu près à 1000 balles, donc potentiellement, si jamais ça vous intéresse, courez. L'OSCP, en quelques mots, c'est 17 heures de cours vidéo qui vous sont envoyés avec un PDF de plus de 850 pages, plus de 70 machines dans le lab, un accès au forum privé, donc un forum interne où les gens peuvent discuter des box, et un accès au lab virtuel. Pourquoi je mets ça? Parce qu'il y a beaucoup de contenu et ça va influer sur le temps que vous allez prendre à passer la certification. Le contenu de cette certification, donc là j'ai mis quelques mots, ah bah super, quelques
quelques mots, quelques bases qui sont abordées par le cours. On a notamment un petit peu de buffer overflow, Windows et Linux. Je vous rassure très vite, c'est pas un niveau super élevé, hein, c'est vraiment accessible. On va avoir toute la méthodologie de transfert de fichiers entre les machines, de pivoting, un peu de Metasploit, et après la récupération d'informations passives et actives. Enfin, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on pourrait attendre d'une certification en pentest, en fait. Donc les tranches de prix, donc ce que je disais, à peu près 1000 balles. Sachant qu'ils vendent par tranche de 30 jours, on ne peut pas juste acheter le passage d'examen tout de suite, on est obligé de faire 30 jours de lab. Intéressant aussi, si jamais vous dites j'ai pas assez de temps pour passer la certif, 30 jours c'était pas assez, bah, il faut savoir que ça coûte plus cher de reprendre 30 jours, donc il faut calculer ces jours à l'avance. Et il y a des frais de rattrapage, si vous loupez l'examen, ça va être pareil, autour de 250 $. Voilà, un business bien rodé. Pour le SWE, on est sur moins d'heures de cours, moins de pages, sachant qu'ils ont refait le contenu la semaine dernière, donc je ne peux pas vous indiquer le nouveau contenu, mais en tout cas, on est sur quand même un contenu un peu moins complet. Un lab privé, vous noterez qu'il n'y a que 10 machines. Pour autant, ces 10 machines, le temps pour les faire, ça vous prendra autant que les 70 de l'OSCP. Très honnêtement, on en reparlera, mais ça n'a rien à voir. Et pareil, encore une fois, un forum et un lab. Le contenu, ici. Donc là, on va aborder tout ce qui est un peu vuln web, mais côté plus analyse boîte blanche. Donc là, on n'est pas sur du pentest web traditionnel, on a accès au code source. Et donc, du coup, forcément, on va être sur des vulnes un peu plus particulières. On va pas être sur de la découverte de fichiers, par exemple des backups, ce genre de choses. On va être sur de la désérialisation. Donc là, on va voir la désérialisation en Java, en .NET. Donc ça change un peu de ce qu'on peut voir en CTF, en PHP, par exemple. On retrouve les Magic Hashes, ce genre de choses. Les reverse shell UDF, donc là, ça va être des injections SQL un peu avancées. Et on va travailler aussi sur les WebSockets, sur l'XML, ce genre de choses qu'on ne retrouve pas tous les jours en CTF. L'ordre de prix, c'est à peu près pareil, je crois que c'est un tout petit peu plus cher. Pareil, on a des frais de rattrapage et des frais d'extension. Bon, autant vous dire, moi les certifications, je les ai payées de ma poche. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos bitcoins, ça fait plaisir. Pour les certifs concurrentes, donc effectivement, il n'y a pas que Offensive Security. Déjà, la partie rouge qu'on va voir là à droite, ça correspond au certif plus orienté pentest et offensif, mais il y a plein d'autres certifications qui existent. Donc heureusement, il y a un repo GitHub qui répertorie un peu tout ça. Je vous mettrai l'URL à la fin. Donc moi, j'ai un peu approfondi un peu ce qu'il y avait à la partie pentest. J'ai pris quelques acteurs. Donc CEH, on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans. GPEN, JXPN, etc. ECPTX et CPEH. Bon, il y en a plein d'autres, mais moi je vais aborder que cela. Donc CEH, vous avez peut-être entendu parler. Anciennement, il y avait le CEH traditionnel, où c'était 4 heures d'examen. Je crois que ça devait être 125 questions en 4 heures. Un QCM. Donc autant vous dire qu'en tant que pentester, on peut se dire c'est pas cool que mes compétences soient valorisées juste sur un QCM. Donc ils ont sorti plus récemment, ça doit faire 3 ans maintenant, le CH Practical. Donc là, on va avoir 6 heures d'examen avec 20 challenges. Et sachant que si vous avez les deux, vous avez le titre de CEH Master. Super. Là, les plus et les moins, elle est plus connue par les clients. Très honnêtement, nous, on a eu, enfin, moi, dans mon cadre professionnel, on a déjà eu des demandes de clients à savoir est-ce que vous avez le CEH. Et donc, on me répond non, j'ai le SCP, mais le client ne connaît pas. Donc, c'est reconnu par le client. Ça aborde des sujets plus variés que l'OSCP. Il va y avoir un peu de forensic, si je dis pas de bêtises, un peu de cloud computing, d'IoT, ce genre de choses. Pour autant, par les pentesters, c'est moins reconnu. Donc la certification, pour vous dire, est même parfois dénigrée de certains pentesters, en mode oh, le CEH, ça vaut rien, autant pas le passer. Et il y a aussi un renouvellement annuel, chose qu'il n'y a pas sur l'OSCP, c'est-à-dire que chaque année, vous allez devoir soit repasser quelque chose avec un petit billet voilà, pour ces comptes-ci. Maintenant, les certifications GIAC, elles sont connues parce qu'elles sont fournies avec les formations Sens. Ils proposent pas mal de sujets, donc du web, de l'exploit, même du mobile et du cloud. Elles ont un bon niveau, elles sont pas mal reconnues. Les moins, c'est cher. Il n'y a pas de cours fournis avec l'examen même, c'est pour ça qu'on les parse avec les formations Sens. Et les petits plus, c'est que si jamais vous achetez une formation Sens qui est à plus de 7000 $, vous allez gagner un petit badge. Donc si jamais vous voulez un petit badge, allez vers eux.
E-Learn Security, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des formations qui ont l'air, en tout cas, qui ont l'air plus récentes et qui sont vachement plus accessibles. C'est-à-dire que si vous vous doutez, si vous n'avez pas forcément les moyens, on va être sur de l'ordre de 170 € pour la certification junior pentester, ce qui est plutôt accessible, j'ai envie de dire, comparé aux autres. Et on va avoir surtout un panel qui est super large. On doit avoir, je crois, 3 niveaux de pentest génériques, du web, de l'exploit, du mobile, et même de la threat hunting et de la forensique. Donc les plus, c'est abordable, il y a plusieurs niveaux techniques, formation récente, support moderne. Malheureusement, le cours n'est pas fourni avec l'examen, donc on va devoir débourser 40 € par mois pour suivre les cours. Donc là, encore une fois, si vous voulez passer juste l'examen, que vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez y aller. Contia Pentest Plus, bon, on va passer rapidement. C'est un peu plus valorisé que le CEH, mais c'est moins reconnu, malheureusement. Et cela, on ne va même pas en parler. Voilà. En gratuit ou presque, parce que bon, je sais que voilà. Burpsuite, ils ont sorti des formations intéressantes qui pourraient être connues et qui sont gratuites. Et ils ont sorti aussi d'autres formations qui sont payantes, mais un peu plus accessibles, de l'ordre de 100 €. Hack the Box, pareil, c'est de plus en plus reconnu par les entreprises. On va avoir des labs qui sont accessibles pour moins de 100 €. Et même après sur Try Hack Me ou Hack the Box, vous pouvez faire les parcours gratuits et gagner en compétences. Donc moi, pourquoi j'ai choisi OffSec? Tout d'abord parce que c'est une entreprise qui est assez reconnue dans le milieu du pentest. La taille du lab et le cours de l'ESCP m'ont paru pertinent parce que j'avais déjà accès à peu près au contenu. Prix et modèle économique accessible, donc 1000 €, 2000 €, ça restait dans mes moyens comparé aux 7000, 8000 qu'on peut retrouver chez les autres. L'audit boîte blanche de la SWE aussi, qu'on ne retrouve pas chez les autres fournisseurs. Et ce qui m'a fait continuer aussi, c'est les technologies qu'on ne voit pas trop abordées en CTF. Par exemple, les WebSockets, on voit rarement des CTF avec du WebSocket. Des sérialisations .NET, pareil, c'est des labs qui demandent pas mal de ressources et qu'on retrouve malheureusement pas assez en CTF. Et également, j'avais déjà comme objectif avant de passer l'OSCE, pour ceux que ça parle, sauf que l'OSCE a été remplacé, donc j'ai quand même continué vers cette entreprise. On va passer au concret. À qui est destiné l'OSCP? Donc d'après OffSec, c'est destiné aux professionnels d'infosec, aux pentesters, professionnels de sécurité, aux admins réseau et aux professionnels techniques et technologiques. Donc ça, c'est d'après OffSec. D'après moi, ça serait plutôt destiné aux profils rigoureux. Donc même si vous venez d'un autre domaine qui serait même pas technique, mais que vous êtes rigoureux, le cours à lui-même il est suffisant pour avancer, j'ai envie de dire. Il pourrait être destiné aux pentesters juniors qui souhaitent progresser. Moi, mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir passé l'OSCP plus tôt. Donc je vous le dis, si jamais vous avez un doute, allez-y maintenant. Parce que vraiment, on y gagne énormément. Ensuite, les pentesters qui souhaitent perfectionner leur technique, franchement, même en ayant de l'expérience, on apprend quand même des choses dont on ne se douterait pas. Et sinon, les joueurs de CTF et les passionnés qui auraient envie d'apprendre des techniques. Les prérequis d'après OffSec, des bonnes compétences dans le réseau TCP/IP, expérience raisonnable en admin Windows et Linux, familiarité scripting Bash, Python, etc. Bon, d'après moi, je ne suis pas admin 6 et Windows, j'y connais rien, ça ne m'a pas empêché de l'avoir. Donc l'expérience en administration Windows, pour moi, elle n'est pas nécessaire. Un prérequis, ça pourrait être aussi de faire le starting point de Hack the Box, donc c'est un ensemble de 10 box, je crois, qui vous donne un peu en avant-goût de ce que vous allez avoir pour l'examen, pour le lab. Pour le SWE, par contre, ça va être un peu plus restrictif. C'est-à-dire que là, eux, ils conseillent ça plutôt aux pentesters expérimentés qui souhaitent mieux comprendre le pentest d'application web en boîte blanche. Voilà. Bon, d'après moi, c'est accessible aux juniors qui souhaitent progresser, mais qui ont quand même une expérience en développement web, ou au moins une appétence pour le web. Et c'est aussi une certification que je recommande aux développeurs. C'est-à-dire que là, pour le coup, vu qu'on est côté boîte blanche, s'il y a des développeurs qui souhaiteraient progresser en sécu, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et ensuite, les joueurs de CTF et les passionnés, évidemment. Prérequis. Aisance à lire du code source. Si vraiment vous êtes... je sais qu'il y a des profils qui viennent réseau et télécom qui détestent lire du code source. Si vous n'aimez pas lire du code source, n'allez pas vers cette certification-là. Familiarité avec Linux, bon, pourquoi pas, c'est pas nécessaire. Expérience avec les proxy web. Donc là, par proxy web, on entend notamment Burp et OASP-Zap. Bon, très honnêtement, ils n'utilisent presque pas parce qu'on va être que sur la boîte blanche quasiment. Donc d'après moi, pour accéder à ce cours-là, il faudrait déjà avoir abordé au moins l'orienté objet
sur son temps perso ou à l'école, et avoir fait quelques CTF web, parce que vraiment il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Ah oui, j'ai pas précisé aussi, mais pour ces deux certifications-là, il y a plein d'outils qui vont être interdits, évidemment. Par exemple, pour le SCP, Burp Pro, tous les outils pro payants vont être interdits. Pareil pour le SWE. Donc, si jamais vous avez du SQL Map, pareil, les outils de scan de Vuln, c'est interdit et c'est même voire inutile. Donc voilà. Donc là, la question qu'on peut se poser maintenant qu'on a les prérequis, c'est quand se lancer. Est-ce que j'ai les compétences pour y aller? Et c'est une question qui revient chez tout le monde, à savoir, ouais, mais moi je pense pas que je suis pas assez compétent, j'ai pas assez d'expérience, je vois tous mes potes qui l'ont passé. Moi je me souviens, j'avais un pote, Swisky notamment, je pense que ça vous parle, le mec qui a fait Payload of the Things, il l'avait loupé à l'époque, mais enfin, une erreur bête, hein. Mais moi ça m'avait vraiment traumatisé, je me suis dit, bah si lui il l'a pas eu, ça sert à rien que j'essaye. Non, honnêtement, je pense que c'est difficile pour tout le monde d'estimer son niveau, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Même si vous foirez, vous allez forcément apprendre des choses. Et je vous conseille, quel que soit le niveau, même en entrant à l'école, même avec moins de 1000 points sur Udemy, je vous conseille de la faire et de ne pas attendre. Sachant que, pareil, quelque chose qui m'a ralenti, une petite anecdote, j'avais un collègue qui était avec moi, il en était à son 4e passage pour la certif. Donc bon, moi j'étais un peu tremblant, hein, je vais pas vous mentir. Donc j'ai fait un petit entraînement avant de commencer la certif. Donc bien évidemment, je ne me suis surtout pas procuré le leak des cours de l'ESCP, et je vous invite à pas le faire. Pareil pour le cours des privilèges d'escalation de Tiberius. C'est vraiment une ressource que je vous conseille pas de télécharger sur Internet. Sinon, le plus gros entraînement que j'ai pu faire et qui est vraiment pertinent, c'est Hack the Box en VIP. Hack the Box en VIP, je ne sais plus combien c'est, ça doit être 15 € par mois, quelque chose comme ça. Et c'est une ressource qui pour moi m'a appris autant, si ce n'est plus, que le lab d'OffSec, donc que le SCP. La différence entre Hack the Box et le SCP, c'est qu'Hack the Box, on va avoir des box qui sont récentes, avec des vulnérabilités plutôt récentes, ça va vous apprendre une petite méthodologie. Et là, quand on va arriver sur le SCP, on va être sur des box plus anciennes. Les deux, on va les retrouver dans la vraie vie, hein. On va retrouver des environnements récents et des environnements vieux. Et pour moi, c'est vraiment complémentaire et c'est quelque chose que je vous invite à faire, de faire un maximum d'Hack the Box. Donc j'ai fait 60 box en 3 mois. Alors, je vous rassure, j'ai pas fait les difficiles. J'ai fait des simples, en gros, et je me suis aidé des write-up quand je bloquais. Parce que j'avais absolument ce besoin de progresser. J'étais pas dans la recherche tryhard, j'étais plus dans le besoin de gagner en compétences. Donc je m'étais imposé un rythme. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire. J'ai lu beaucoup de rétextes sur le SCP, recherché des ressources. Je vous conseille aussi cette playlist YouTube si jamais vous entraînez au Buffer Overflow. Moi en pawn, je suis nul. Je suis arrivé à 1000 points sur Rootme, j'ai fait 2-3 pawns, hein, c'est tout. Donc c'est accessible et encore plus avec cette playlist-là. Et je me suis créé un petit wiki en local, donc ça c'est propre à chacun. Il y en a qui vont utiliser l'outil Cherry Tree, je sais qu'il y a Obsidian aussi. Moi j'ai utilisé VS Code et je me suis construit une architecture de fichiers avec mes notes bien hiérarchisées. Pour Hack the Box, j'ai pas pris les box au hasard. Il faut savoir qu'il y a une liste communautaire de box proche de l'OSCP qui existe. Pareil, je vous fournirai les ressources à la fin. En tout cas, je me suis basé sur cette liste-là pour m'entraîner. C'est-à-dire que j'ai ciblé des box qui étaient soit réalistes, soit proches de ce qu'on retrouverait à l'examen. Pour le cours, du coup, j'ai commencé le début du lab le 10 janvier 2021. Donc c'est quelque chose que j'ai fait en plein Covid, en plein confinement, quelque chose comme ça. Donc plutôt pertinent pour moi. J'ai téléchargé les archives et le backup, enfin les archives, j'ai fait des backups parce qu'ils ne vous fournissent pas, si jamais vous perdez le cours, ils ne vont pas vous le refournir. Donc j'ai vérifié l'intégrité des documents. J'ai lu le cours pendant 1 à 2 semaines, en même temps que le lab. Il faut savoir que j'avais déjà lu le cours, bien évidemment, avant, mais je l'ai quand même refait avec l'accès au lab. J'ai pas utilisé les vidéos pour cette certification-là, tout simplement parce que les vidéos, en fait, ça va être une redite du contenu que vous allez avoir en PDF. Le lab, il ressemble à ça. Donc pour ceux qui ont déjà fait du Hack the Box, vous avez un profil OpenVPN comme sur Hack the Box. Vous avez différents réseaux. Vous avez un réseau qui va vous être dédié avec votre environnement de travail, avec je crois qu'il y a un AD, un Windows, ce genre de choses, pour vous entraîner. Et derrière, il va y avoir les box vraiment attaquables, avec plusieurs réseaux, et il va y avoir des box qui ne vont pas être joignables directement. On va se retrouver même dans certains cas avec 2 niveaux de pivot.
c'est-à-dire qu'il va falloir pivoter plusieurs fois. Quand vous voulez transférer un fichier sur une machine et qu'il y a 2 pivots, et qu'en plus vous ne pouvez pas choisir par où passer, par exemple, si vous avez un port HTTP ouvert sur la première machine et puis que la deuxième, ça va être un port, je sais pas, SSH, bah, faut apprendre à faire un peu ces manips-là. Donc voilà, un réseau assez riche. C'est un réseau qui va représenter un réseau entreprise, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des vraies identités sur ce réseau-là, ce qui explique qu'à tout moment, je peux récupérer ou pawner un serveur AD, récupérer les hashes, je récupère le mot de passe de Alice. Bah, le mot de passe de Alice, potentiellement, il va resservir pour une autre machine qui va être utilisée pour le pivot sur un autre environnement. Donc ça, c'était vraiment la grosse difficulté pour moi, c'était de construire mes notes autour des identités des box. Ça implique aussi de faire beaucoup de post-exploitation, c'est-à-dire que si vous arrivez, vous êtes root sur la machine, bah, c'est bien, mais derrière, après, il va falloir aller chercher tous les fichiers de backup, tous les fichiers de conf, dumper les hashes, essayer de péter les hashes, pour voir pour essayer de récupérer des informations pour vous connecter potentiellement à d'autres machines. Et ça peut aller loin, ça peut être, par exemple, vous avez compromis un serveur Windows, il va falloir aller voir les mails de la personne pour constituer une word list, pour casser son mot de passe. Donc ça peut être compliqué. Pour ma part, j'ai souscrit à 2 mois de lab, parce que j'avais quand même fait déjà 60 bucks avec The Box, et pour des raisons financières aussi. J'ai utilisé Arch Linux avec une VM Windows et une VM Kali. Alors ça, c'est ça aussi, OffSec, ils vont forcément vous recommander d'utiliser Kali parce que c'est eux qui sont à l'origine de la distribution. Derrière, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez passer votre certification, même votre examen, si vous le passez sous Gentoo ou Red Star OS, c'est comme vous voulez. J'ai eu le Big Five au bout d'1 mois, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Big Five, en fait, c'est 5 box qui sont réputés comme difficiles à avoir sur le lab. Moi, honnêtement, si vous avez déjà fait des CTF, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui va être compliqué, c'est plutôt la partie identité, gestion d'identité. Pour l'utilisation du forum, ça c'est intéressant. Je vous invite à ne pas vous spoil parce que forcément, sur le forum, on va retrouver toutes les personnes qui vont vous demander de l'aide. On va avoir quelques spoils. Par contre, je vous invite vraiment à relire les write-up, pas les write-up, mais en tout cas les threads du forum, une fois que vous avez compromis une box. Ça va vous permettre de voir, tiens, potentiellement, il y avait une deuxième façon de compromettre la box. Ou potentiellement, je l'ai exploité d'une façon dont personne n'avait trouvé avant. Voilà, pour le lab, j'ai routé 52 bugs sur environ 70. Je dis environ parce que le chiffre il n'est pas public et à vrai dire, je pense qu'il bouge à peu près. Enfin, il bouge dans le temps, donc voilà. 52 bugs en 2 mois. Qui est présent sur le forum? Donc là, c'est une slide que j'ai un peu piqué à Aknak, un mec de mon équipe qui a passé aussi le SCP, que je trouve marrante. Donc qui on retrouve des personnes qui demandent de l'aide, forcément, des personnes qui se vantent d'avoir routé la machine en 1 minute, alors vous, ça fait 2 semaines que vous êtes dessus, ça c'est cool. Des personnes qui ont tout perdu, donc ouais, bon là on a des threads vraiment que si vous vous ennuyez, vous lisez ça et c'est pas mal. Des bons spoilers qui vont vous gâcher votre box. Des modérateurs qui vont essayer de limiter ces spoilers, mais du coup vous n'allez rien comprendre au thread. Et vous qui vous demandez ce que vous faites sur ce forum. Donc au final, ça a utilisé avec parcimonie et à bon escient. Le SCP, est-ce que c'est difficile? Pour moi, la certification, elle n'est pas difficile. Par contre, elle demande du travail. C'est comme tout. Est-ce que si vous voulez avoir quelque chose, à partir du moment où vous travaillez, ça marche. Et je le pense vraiment. C'est-à-dire que ça va être des méthodologies qui sont très, très simples. Vous pouvez avoir votre feuille. Vous avez le droit à toutes vos notes pendant l'examen. Donc, si vous avez une bonne méthodologie, que vous avez bien travaillé, arrivé à l'examen, tout va découler de source. Il n'y a pas de nécessité d'apprendre par cœur, ce que je disais, droit aux notes. Par contre, il va falloir apprendre à tryhard, apprendre à accepter que ça ne va pas marcher du premier coup. Vous n'allez pas arriver sur un formulaire d'upload avec un payload à uploader directement. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, accepter de ne pas trouver et de passer plusieurs heures, voire plusieurs jours sur une box. Ce que j'ai appris ou retenu, j'ai appris parce qu'il y avait forcément plein de choses que je connaissais déjà avant, vu que j'avais tryhardé sur Hack the Box. Le mindset tryharder, là on le retrouve, c'est le slogan, on va dire, d'OffSec, c'est tryharder. Diagnostiquer un rabbit hole. Alors un rabbit hole, pour ceux qui ne savent pas, c'est la spécialité d'OffSec, ça aussi. C'est-à-dire que vous allez arriver sur une box et vous allez voir 10 services vulnérables, mais il n'y en a qu'un qui est vraiment exploitable. Donc là, quand on arrive sur l'examen, il faut arriver à bien définir, non, ça c'est un faux positif, il ne faut pas que je me mette là-dedans. Et le problème de ça, c'est qu'il y a plein de gens qui sont à voir et qui vont passer des heures et des heures
par exemple sur un dossier .git, à lire du code source, alors qu'on se rend compte au final que l'application qui est en prod, c'est pas la même chose que ce qu'il y a dans le .git, par exemple. Enfin, donc il y a plein de rabbit holes, et ça, faut apprendre à faire avec. Ce que j'ai retenu, ça va être la définition des options Nmap en fonction du type de réseau que vous scannez, parce que quand vous scannez un /16 ou une application web, bah, c'est pas la même chose. Le pivoting et le port forwarding, ça c'est aussi quelque chose qui a été super intéressant pour moi, et qu'on retrouve plus dans le SCP que sur Xbox. C'est-à-dire que sur Xbox, dans le meilleur des cas, on va vous faire pivoter pour avoir accès à un service en interne. Mais là, comme je disais, le SCP, vous allez avoir des sous-réseaux de sous-réseaux, enfin c'est une autre dimension. Le transfert de fichiers, savoir mettre en place un serveur SMB, un serveur FTP, un serveur HTTP rapidement, avec une commande Linux. Donc voilà, l'exploitation de buffer overflow, etc. Le brute force aussi, par exemple, savoir que le brute force RDP avec Hydra, c'est pas le plus pertinent, alors qu'il y a d'autres outils un peu plus performants. Ça, c'est quelque chose que vous allez retenir. La mise en place de reverse et bind shell, avec PowerShell entre autres. Moi, je suis vraiment pas. Moi, Windows, c'était très loin pour moi. Donc, un peu comme certains youtubeurs comme Ipsec ou ce genre de choses, eux, ils vont utiliser Nishang. Je sais qu'il y a plein d'autres frameworks qui existent. Moi, j'utilise Nishang pour Windows avec PowerShell. J'utilise aussi MSF Venom pour générer mes payloads plus sur Linux. Donc voilà, c'est intéressant. L'exploitation de vulnérabilité client, ça aussi, quelque chose qu'on retrouve pas tout le temps. Du coup, on va avoir donc des XSS qu'on peut retrouver un petit peu en CTF. Des choses qu'on retrouve moins, ça va être des macro words, donc des profils avec des faux clients qui vont aller faire justement récupérer ces docs que vous allez envoyer. Par exemple, un scénario que j'ai pu voir, c'était envoyer un phishing mail, et il y a un client qui derrière qui va télécharger le fichier que vous lui envoyez et qui va l'ouvrir. Donc le point d'intrusion sur la box, c'est bien un doc. Donc voilà, c'est un scénario un peu différent que ce qu'on retrouve en CTF. Ce que j'ai retenu aussi, c'est apprendre à reconnaître des exploits communs, donc typiques les Tomcat Manager exposés, Eternal Blue, ce genre de choses. Pour une petite anecdote, j'ai fait un test interne récemment. J'ai identifié un serveur vulnérable, SMB, Samba Cry, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un serveur vulnérable sur Linux qui permet l'accès root. Et ça, j'ai identifié très rapidement parce que j'avais eu cette machine-là en fait à l'examen. Le même scénario. Et du coup, quelque chose qui aurait pu prendre 15 ans à identifier, là j'ai mis vraiment une seconde, quoi. Donc je sais que vous êtes passionné de technique, donc je vais vous mettre quelques exemples quand même. Savez-vous que les outils comme SMB Client ou SMB Map, ce genre de choses, ne supportent pas forcément les premiers protocoles de Samba? Comme je vous ai dit, OffSec, ils aiment bien mettre des machines tellement obsolètes que rien ne marche. Donc SMB Client, il faut savoir qu'il y a des options qu'on peut mettre, pareil sur Metasploit, pour supporter Samba dans les premières versions. Et il faut savoir que si on ne met pas ces options-là, les outils ne marchent pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte avant l'examen, parce que forcément, à l'examen, quand on tombe sur ce genre de cas, c'est foutu. Un deuxième exemple concret, vous connaissez XPCMD Shell peut-être pour certains. En gros, XPCMD Shell, c'est une commande sur MS SQL qui permet d'exécuter des commandes système juste avec SQL. C'est très bien, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit à SQL Map pour le SCP, donc ça, il faut apprendre à le faire à la main. Et donc on peut se dire très bien, j'active XPCMD Shell, mais qu'est-ce qui se passe quand on désactive et quand on ne peut pas le réactiver? Et il faut apprendre à rechercher directement soi-même la directive dans les DLL. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pourrez pratiquer avec le SCP, à savoir, tiens, comment ça se fait que j'arrive pas à faire XPCMD Shell? Parce que la directive a été complètement supprimée. L'exemple concret, là ça parle peut-être à certains, ça va être plus l'utilisation d'outils de post-exploit et de privilege escalation. Donc pour résumer, pour ceux qui ne sont pas assez techniques, ou pas aussi techniques, pardon, l'élévation de privilèges, ça va être gagner en droit sur un post Linux ou un post Windows. Donc il y a des outils qui permettent de faire l'énumération pour nous. Ces outils-là, on a le droit de les utiliser à partir du moment où ils ne font pas directement l'exploitation. Donc c'est des outils d'énumération. Là, je vous ai mis par exemple Linpis, qui permet de faire l'énumération sur Linux. Et ça permet, d'entre autres, de trouver des binaires SUID, des fichiers de configuration qui n'auraient pas dû être là, ce genre de choses. Donc Linpis, si jamais vous avez le temps d'aller voir, c'est vraiment une ressource qui est très pertinente. Les règles d'examen. La durée d'examen, c'est 24 heures d'examen et 24 heures de rédaction. Donc 24 heures d'examen non-stop.
Bien sûr, vous avez le droit d'aller aux toilettes, vous avez le droit de dormir, vous avez le droit de manger. Il faut quand même réserver sa date d'examen parce que forcément il y a du monde qui le passe et bon, je vous conseille de voir ça presque un mois à l'avance. Il y a la possibilité de reprogrammer sa date d'examen autant de fois que ce que l'on souhaite. Donc la meilleure des choses, c'est que quand on achète le pack OSCP, la meilleure des choses, c'est directement de prendre une date d'examen. Et c'est un examen qui, depuis 3 ans, est proctoré. Donc proctoré, ça veut dire supervisé par quelqu'un, une personne physique. Donc vous avez la nécessité de partager votre webcam ainsi que tous vos écrans. Moi, je vous disais, quand j'ai passé l'examen, j'avais un setup avec 3 écrans et ma webcam. Il fallait que je sois en mesure de streamer mes 3 écrans et ma webcam en live pendant que je faisais mes nmaps. Donc voilà. Donc autant vous dire que quand moi j'ai commencé à streamer ma caméra, déjà au bout de 24 heures, on oublie qu'on est observé. Mais moi, le gars, je le voyais un peu comme ça. Voilà, pour le même, apprécié. Donc c'est-à-dire que si jamais vous partez ou vous faites quelque chose, il ne faut pas oublier de prévenir le gars, parce que sinon, à tout moment, il vous met fin à votre examen. Donc vous avez le droit aux pauses, mais il faut prévenir la personne que vous allez en pause. L'examen, ça c'est des choses qui sont plus ou moins publiques. Quand je dis plus ou moins, c'est qu'il y a tellement de threads sur Reddit que ça se retrouve, mais officiellement c'est pas public. Donc il y a 5 machines, 2 machines à 25 points, 2 machines à 20 points, une machine à 10 points, il faut un score minimal de 70. Donc là, ça vous laisse un peu des scénarios plus ou moins différents, sachant que le nombre de points n'est pas proportionnel à la difficulté de la box. Voilà. Il y a à peu près un flag user et un flag root par machine, sauf pour la machine à 10 points, où il n'y a qu'un flag root, et sauf pour la machine de pawn. La machine de pawn, c'est une machine qui vaut 25 points, c'est un buffer overflow avec une méthodologie traditionnelle. Il n'y a pas de grosse surprise. Vous avez possibilité d'avoir 5 points bonus si vous faites une série de, je crois, ça doit être 30 ou 40 exercices. Et il faut faire un rapport. Bon, autant vous dire que quand vous payez un lab 200 euros, quasiment 1000 balles, 1000 balles pour un mois, vous prenez pas le temps de gagner 5 points parce que en gros, si vous faites un peu les calculs mathématiques pour voir est-ce que ça vous ferait gagner votre examen, 5 points, ça vaut pas le coup. Scanner de vulnérabilité, outil d'exploitation automatique interdit, évidemment. C'est autorisé pour le lab. Si jamais vous utilisez SQL Map ou Burp Pro pour le lab, vous pouvez, mais ce ne sera pas pour l'examen. Metasploit, autorisé une seule fois. Donc MSF Venom autorisé autant de fois que vous le souhaitez, donc pour générer des payloads. Metasploit pour exploiter une vulnérabilité, c'est autorisé qu'une seule fois. Et si jamais vous vous plantez, il n'y a pas de retour arrière possible. Si jamais vous dites, bah tiens, la première box, c'est obligé que ce soit ça. Par exemple, vous voyez un serveur, justement, Samba exposé, vous dites, bah c'est Samba Cry, je vais exploiter avec Metasploit, hop, ça passe pas. Et bah vous n'aurez pas le droit de réutiliser Metasploit pour une autre vulne. Voilà. C'est utilisation une seule fois, et si ça marche pas, c'est tant pis. Je le précise parce que je vous rappelle que OffSec aime bien mettre des rabbit holes avec des vulnérabilités qu'on penserait exploitables. Donc au final, voilà. Des questions? Ça va jusqu'à maintenant? J'avance un peu. Quand se lancer? C'est comme quand prendre l'assertif. Au final, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se lancer. Parce que c'est difficile d'estimer son niveau, parce qu'on entend beaucoup parler des gens qui loupent. Encore une fois, moi, quand j'avais mon examen de prévu, il y avait mon collègue qui venait de le relouper une nouvelle fois. Donc, bon. Au final, je l'ai passé à la fin de mon cours, donc en mars 2021. Je vous ai mis un peu le temps que j'ai mis à passer. Donc, j'ai commencé à 8h10. Et à 9h15, j'avais route la machine de pawn à 25 points, donc à peu près en 1h05. Et donc là, vraiment, zéro difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie, vous suivez la méthodologie, il n'y a pas de surprise, vous avez un shell au bout d'1 heure. Et c'est vraiment, pour moi, la machine de pawn, c'était le plus simple. Parce qu'il n'y a pas de surprise, parce que vous avez déjà fait les méthodos. À 10h, je trouve un payload instable pour la machine à 10 points. Je me dis, cool, ça marche, j'ai une socket qui est ouverte, bientôt un deuxième shell, bientôt 10 points en plus. Ça marche pas, la socket se ferme. Je réessaye 10 fois, la socket se ferme. Je fais bon, je vais passer à autre chose, je reviendrai là-dessus après. 14h, route d'une machine à 20 points. Toujours pas de machine à 10 points, ça marche toujours pas. 15h, route d'une machine à 20 points aussi. Machine à 10 points, bon. Sachant qu'on a le droit de redémarrer l'environnement quasiment 20 fois, autant de fois qu'on le souhaite presque pendant l'examen. Ça passe pas. 16h, j'ai un shell user sur la machine à 25 points. Je sais quelle est l'élévation de privilège sur cette machine-là, mais j'ai pas envie de gâcher ma cartouche Metasploit parce qu'il me reste cette cartouche Metasploit et j'ai envie de faire l'exploit à la main.
19 heures, au final, je route la machine avec un exploit manuel et je finis quand même par casser ma cartouche Metasploit juste pour vérifier que ça passait bien. Donc j'ai réussi à passer l'ensemble des box plus ou moins sans Metasploit. La machine à 10 points n'est toujours pas tombée. Donc 20 heures, après 10 heures de tryhard, le shell finit par être stable. Un grand plaisir. Voilà, donc l'OSCP en 20 heures avec une machine qui a pris 10 heures pour l'exploiter, qui était la machine à 10 points. Donc encore une fois, les machines les plus dures à exploiter, c'est pas forcément celles qui ont plus de points. Bon, ensuite, on a la rédaction du rapport qu'il faut faire en anglais. Vous avez 24 heures. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir un rapport, un modèle de rapport avant de commencer cette rédaction, parce qu'après 24 heures d'examen, forcément, vous êtes épuisé. Tout au long de l'examen, il va falloir prendre des screenshots de votre travail, parce qu'il n'y a pas de retour arrière. Quand vous faites votre rédaction, vous ne pouvez pas dire ah bah, je vais revenir sur l'environnement, parce que non, l'environnement il est éteint. Donc il y a des modèles de rapport, oui. Voilà, impossible de revenir sur les box. Au final, j'ai eu la certif quelques mois après. Enfin, j'ai eu la réponse quelques semaines. Non, sous une semaine, ouais. Du coup, est-ce que je suis satisfait de la certification? Très honnêtement, ouais, plutôt. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus compliqué de par les retours que j'avais, parce que j'avais beaucoup d'appréhension. Mais je suis content de ce que ça m'a apporté en termes de méthodologie et de vulnérabilité qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de voir en CTF, ou même qu'on n'aurait pas forcément le temps de voir en pentest. Donc à moins que vous ayez vraiment un taux d'occupation de 100% en pentest avec plein d'environnements différents, si vous n'avez pas le cas, si c'est pas le cas, je vous conseille de passer cette certif, c'est cool. Comment dire, après à la fin de l'ESCP, ça a un peu créé un vide en moi, parce que quand vous passez toutes vos soirées à réviser, moi, Hack the Box, les 60 box en, je sais plus, c'était 1 ou 2 mois, ça me prenait mes soirées, hein. C'était du 20h minuit tous les soirs, pareil pour l'ESCP. Ça crée un vide en fait, et vous n'avez pas envie d'arrêter le lab. Du coup, je me suis dit pourquoi pas l'OSWE. Donc là, la fille qui est là, c'est Emeline, hein, si jamais vous posez la question. Quand se lancer? Et là, pour le SWE, c'était un peu plus dur, parce que j'avais beaucoup moins de retours. L'OSCP, je connaissais plusieurs personnes qui l'avaient passé. Le SWE, c'était un peu plus compliqué. Coup de bol, je rejoignais à ce moment-là SecIT. J'avais rejoint SecIT. Et il se trouve que le mec qui était avec moi, donc Norage, je ne sais pas si ça vous parle, un mec qui maintient Black Arch, etc. Il l'avait passé, donc on avait pu échanger sur le sujet. Et ça a pu me conforter sur le fait de vouloir passer cette certif. Donc je me suis entraîné, beaucoup moins par contre que l'OSCP. Pourquoi? Parce que je m'étais déjà pas mal entraîné pour l'OSCP avec les box Hack the Box, que j'avais fait en tout plus d'une centaine de machines, si on cumule Hack the Box et l'OSCP. Donc j'ai fait que 4 box sur Hack the Box au final. 4 box, mais il ne faut pas oublier que c'est de l'audit de code, donc c'est des box qui prennent pas mal de temps. Moi évidemment, j'ai toujours pas lu un leak du cours, je vous conseille pas de le faire, évidemment. J'ai lu quelques retours d'expérience sur internet. J'ai fait une prise en main avec DNSpy, c'est un outil de reverse de .NET. Alors .NET, c'est pas un langage compilé dans le sens, c'est pas du C, hein, c'est un langage qui est vraiment reversable. Vous avez le code source en clair. Et je me suis créé un petit wiki, encore une fois, avec VS Code. Il y a également une liste de box qui existe. Voilà ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait 4 et le reste des box, j'ai lu les write-up. Début du cours, le 30 mai. 30 mai. Téléchargement du cours, vérification d'intégrité. Cette fois-ci, j'ai utilisé toutes les vidéos. Et je me suis basé sur les vidéos pour suivre le cours. Parce que les manipulations étaient assez complexes. Parce qu'il y avait des détails qu'il y avait dans les vidéos qu'on ne retrouvait pas dans le PDF. Donc ce que j'ai fait, c'est que le support vidéo, c'était mon support principal. Et le PDF, c'est ce qui me servait de support secondaire. Pour vous donner une idée, l'architecture elle ressemble à ça. Je vous donne les IP parce que ces IP là, au final, elles ne sont pas secrètes. On va changer vraiment de méthodologie. Là, on est sur de la boîte blanche. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de scan réseau. À aucun moment, on fait un scan réseau. Par exemple, si vous utilisez Dear Search, un pentest ou quoi, là, on ne va jamais l'utiliser. Donc, on vous donne l'accès aux machines, on vous donne les IP, on vous donne même des accès SSH et RDP. Donc, j'ai fait mon wiki par rapport à ça. J'ai fait un dossier par machine.
Là, encore une fois, j'ai souscrit à 2 mois de lab. J'ai utilisé Arch Linux à une VM Windows. Mon IDE, c'était VS Code. Là, l'IDE, c'est encore plus important que sur le SCP, parce qu'on n'aura pas le choix, on ne pourra pas y échapper. Navigateur, j'ai utilisé Firefox et j'ai utilisé Burp Free, parce qu'il fallait se mettre dans le mood d'examen. Pareil, j'en ai pas parlé, mais Metasploit, j'ai évité tout le long du lab, et c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Essayez d'éviter Metasploit au maximum, parce que le jour où vous passez sur le SCP et que vous n'avez pas le droit à cet outil-là, il faut savoir faire sans. J'ai utilisé le forum en lecture uniquement, tout comme le SCP, et là c'est encore plus pertinent parce que pour chaque box, il y avait au moins 3 façons différentes d'avoir un shell sur la machine. Donc c'est ce que je dis là. Voilà. La certification, elle n'est pas difficile en soi. Bon, elle est un peu plus difficile que la SCP, on va pas se mentir. Après, je pense que je dis ça par rapport à mes compétences en web, donc c'est peut-être un peu biaisé. Mais voilà, pour moi, il faut de l'expérience en web et l'expérience en développement pour la passer. Il n'y a pas de nécessité d'apprendre par cœur. Il faut apprendre à tryhard, améliorer sa méthode. Là, la méthodologie d'audit de code, elle est très particulière. C'est-à-dire que vous arrivez sur des applications, ça ne va pas être 100 lignes de code comme vous pouvez avoir en CTF. Ça ne va pas être le change du braille CTF. Ça va être, vous allez arriver sur une application, il va y avoir potentiellement 3-4 niveaux d'utilisateurs différents, avec, je ne sais pas, mais plus d'une centaine de pages différentes. Donc il faut avoir une méthode de recherche. Quelque chose que vous apprenez dans l'assertif. Et il faut accepter aussi de ne pas trouver, de passer des heures, voire des jours sur la box. Et là, ça sera plutôt des jours d'ailleurs. Au rythme de 10 box, c'est ça, 10 box pour 2 mois, donc on est forcément sur plusieurs jours par box. Sachant que le but sur ces box, ça ne va pas être d'avoir un shell root comme le SCP. Le but, c'est juste d'avoir une exécution de code. Voilà. Ce que j'ai retenu de la SWE, donc la méthodologie boîte blanche, d'après OffSec bien sûr, parce que forcément c'est leur approche pour la boîte blanche. Comment mettre un listener TCP sur un script d'exploit? Alors ça, je l'ai mis parce qu'en fait, pour l'examen, il faut fournir un script qui fait l'auto-exploitation de la machine avec une exécution de commande système, et il faut un seul script. Sauf que quand vous avez, par exemple, un payload ysoserial.jar à envoyer, il faut pouvoir générer ce payload-là en un seul script. Vous n'avez pas le droit aux commandes externes. Tout doit tenir dans un seul script. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, et j'étais en mesure de faire des scripts Python qui ouvraient un listener TCP et récupéraient le shell en plus de la phase d'exploit. La mise en place de remote debugger, on fera une petite démo tout à l'heure. Ça, c'est super intéressant, même pour les devs. Le reverse, la déserialisation de .NET, ça, on le fait à la main. Donc tout ce qui est ysoserial.net ou ysoserial.jar, on apprend à le faire manuellement. L'interaction Python avec les WebSockets, ça aussi, c'est intéressant. Les injections SQL avancées. Quand je vous dis injection SQL avancée, c'est au-delà des niveaux qu'on peut voir sur RootMe, même les difficiles. C'est des contextes d'exploitation très particuliers. Le bypass de VM Node.js, donc ça, pour ceux qui sont adeptes des challenges Node.js sur RootMe, il y a des payloads un peu intéressants, on va le voir par la suite, qu'on aborde sur ces box. Et tout ce qui est activation de la verbosité des serveurs ou des bases de données, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi. Je vous rappelle qu'on est en boîte blanche, et le but, ça va être d'éliminer un maximum de faux positifs, de rabbit hole, parce que oui, on va retrouver des rabbit holes dans ce genre de choses. Exemple concret numéro 1, j'en parlais tout à l'heure, la mise en place d'un reverse shell dans un script Python. Donc là, on a une fonction qui s'appelle RCE, qui fait une exécution de code sur serveur et qui va renvoyer un reverse shell vers notre machine. Sauf que nous, on ne peut pas mettre un listener en dehors dans un autre shell. Donc ce que je fais, c'est que je lance ma fonction de RCE dans un thread, et je vais utiliser pti.spawn pour lancer mon reverse shell. Et donc ça va suffire à faire l'équivalent de 2 consoles en fait. Exemple concret, le deuxième, je vous propose de faire une démo. Hop là. Bon, un code Python basique. Donc là, ça va être la mise en place d'un debugger et d'un remote debugger. Il faut savoir que sur l'application, on peut se greffer sur l'application en cours, par exemple même une application .NET compilée, ce genre de choses, pour voir l'état des variables à un instant T. Ça peut être intéressant pour savoir est-ce que dans mon process d'exploitation, j'arrive bien à accéder à telle fonction. Parce que dans les applications complexes, quand vous avez un appel de fonction succinct, répété,
vous voulez savoir est-ce que vous arrivez à reach une certaine ligne, et donc vous allez pouvoir mettre des breakpoints un peu comme vous voulez bugger au final un binaire. Donc là je vous donne l'exemple sur VS Code. Là c'est un débugger normal, je ne vais pas vous montrer la méthode pour le remote debugger, mais c'est tout à fait accessible. Sur Flask c'est juste une ligne à ajouter par exemple. Donc là ce que je veux faire c'est que je vais essayer d'afficher debugger master. Le problème c'est que je dois deviner au final un nombre qui se situe entre 0 et 1000. Ça va être un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un breakpoint. Donc alors, check. Exécuter, débugger. Python. Je vais mettre un breakpoint là. Hop là. Et je vais relancer. Donc là, c'est la barre des tâches de mon debugger. Forcément, l'effet démo, ça marche bien, c'est cool. Ouais, mais j'aurais dû avoir l'état des variables. C'est pas grave, on va montrer le screen. Alors... Donc ce qui est censé être affiché, justement, ça va être les variables qui sont à gauche, là. On peut voir, en fait, l'état de chacune variable, même les variables d'environnement. Par exemple, le nom du fichier, ce genre de choses. C'est super pertinent pour savoir si on arrive, justement, à atteindre ce que l'on souhaite dans une exploitation. On va même pouvoir avoir des erreurs un peu plus verbeuses. Un peu comme ce que vous pourrez avoir dans votre console, mais de façon plus graphique. Voilà. Pour la suite, pour vous donner un exemple que j'ai pu avoir, là ça va être une exécution de commande en Node.js. Donc là, il faut apprendre à échapper le contexte d'exploitation. Donc nous, on a un contexte où on peut remplacer la variable location, ici. Le problème, c'est qu'elle est reflétée 2 fois, et que Node.js, grosso modo, si jamais il y a un problème, on va dire, de syntaxe, il ne va pas vouloir exploiter votre exploit. Donc là, on commence à se demander comment je vais faire pour que ça fonctionne, pour que je puisse avoir une exécution de code. Il faut satisfaire un certain nombre de contraintes. On se retrouve avec un process, avec un payload qui ressemble à ça, qui est quand même assez long. Donc on oublie la partie x égale, on commence juste à partir de extension name. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on voit les deux caractères à la fin pour mettre un commentaire, pour au final stripper toute la partie de la ligne 8, si vous voulez. On voit que j'utilise en plus des modules un peu particuliers parce qu'on ne pouvait pas accéder à la fonction load aussi facilement que ça. Donc voilà à peu près pour vous donner une idée du niveau technique vers quoi tend l'OSWE. Puis après, isoserial.net, apprendre à faire la différence entre les différents payloads, voir comment ça peut fonctionner, etc. Règle d'examen, cette fois-ci, on n'est pas sur 24 heures, mais sur 48 heures d'examen, plus 24 heures de rédaction. Donc là, pareil, il faut réserver sa date. Vous avez possibilité de reprogrammer. Et l'examen est proctoré. Cette fois-ci, il n'y a que 2 machines. Il n'y en a pas 4 ou 5, il y en a 2. Donc là, les points, on ne sait pas trop. Ils demandent un score minimal de 85 points. Il n'y a pas trop de documentation dessus. Moi, ce que j'ai pu lire, et ce qui correspond plus ou moins à ce que j'ai eu, c'était des points attribués d'une part pour la compromission d'un utilisateur et d'autre part pour l'exécution de code sur le serveur. Après, à partir de là, ce qu'on peut supposer, c'est qu'il faut au moins 2 compromissions utilisateurs et une RCE, peut-être. Ça, je ne pourrais pas vous le confirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, j'avais, et ce que j'ai pu lire, c'était en général un bypass utilisateur et ensuite une RCE, post-autente. Voilà, après les scanners, de toute façon les scanners ça va vous servir à rien, à moins d'utiliser des scans de code source, style checkmarks, mais sinon ça sert à rien. Ah si, truc intéressant, l'accès au RDP, aux copies des 2 machines, c'est-à-dire que là, pour analyser votre code source, vous allez utiliser des connexions RDP aux machines. Et surtout, il est interdit de transférer le code source sur sa machine, RDP seulement. Voilà. Quand se lancer, toujours
toujours dans l'optique de se dire est-ce que je vais avoir le niveau, on ne sait pas à quoi s'attendre. Très honnêtement, là j'ai eu un plus gros doute pour le SWE, parce que trouver les exploits sur les comment dire sur l'environnement de lab, c'était assez particulier, c'était assez dur, ça pouvait prendre vraiment beaucoup de temps. Et là, les 48 heures, en fait, c'est soit vous y arrivez, soit il vous faut une semaine, quoi. Et j'ai connu des gens qui se sont loupés, qui ont passé les 2 jours et qui n'ont pas réussi à récupérer ne serait-ce qu'une une vulne d'autante. Et ce qui va être frustrant aussi, c'est que si jamais vous arrivez à trouver par exemple la RCE, vous vous dites bah tiens là j'ai poké une RCE, par contre elle est authentifiée, bah elle va servir à rien. Voilà. Donc moi je me suis focus sur la méthodologie, on va dire, que j'ai pu identifier, c'est savoir, il faut absolument que je trouve une vulne d'account takeover dans un premier temps, et ensuite la partie RCE, je sais qu'elle va être authentifiée. Donc qu'est-ce qui permettrait d'avoir un account takeover, mais qui ne permettrait pas d'avoir une RCE, parce que ça serait complètement bête d'avoir une SQLI, une injection SQL, qui permettrait la RCE directement. C'est pas dans l'optique de l'examen. Donc là, on va essayer de cibler des vulnérabilités qui permettent cet account takeover. Donc là, on va se focus un peu sur les mécanismes de session, tout ce qui est cookie de session, ce genre de choses. Les mots de passe oubliés, et surtout les mécanismes de reset de mots de passe. Les mécanismes d'administration sans contrôle d'accès, par exemple la création de compte administrateur, la modification de mots de passe. On peut se dire potentiellement des XSS ou des CSRF qu'on pourrait utiliser pour compromettre un administrateur. Là par contre, on sait, en tout cas en tant que développeur de CTF, on sait que ce genre de vulnérabilité, ça impose qu'il y ait un client derrière, donc c'est pas super stable. On pourrait se dire pourquoi pas une injection SQL. Il faudrait vérifier que les injections SQL ne permettent pas d'exécuter du code. Et on a la désérialisation aussi dans certains cas qui permettent d'avoir une compromission de compte sans RCE. Je parle des injections SQL, je pense que je peux faire un petit aparté. Dans la méthodologie qu'on va voir, c'est savoir éliminer les faux positifs et les rabbit holes. Bah là, on va tout de suite vérifier en SQL, est-ce que j'ai moyen d'avoir une exécution de code depuis le SQL? Et si j'arrive à avoir une exécution de code depuis SQL, ça veut dire que je peux avoir une RCE techniquement depuis une injection SQL. Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans cette configuration-là. Donc, dans les premiers tests qu'on va faire, c'est savoir, par exemple, justement, est-ce que la SQLI implique une RCE? Est-ce que l'upload de fichiers sur le serveur, ça implique une RCE? Et ça va permettre d'éliminer des grosses familles de vulnes et de mieux concentrer sa recherche. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est dans l'autre sens, une fois qu'on a passé la compromission d'utilisateur, quelles sont les fonctionnalités qui permettraient d'avoir une RCE? Donc là, on va être sur l'évaluation de code, l'upload de fichiers, la désérialisation, des injections SQL, bon, un peu tout ce qui peut exister, quoi. Je vous laisse profiter. Donc là, examen de 48 heures, forcément, je me dis, ça va être bien, je vais devoir avoir un peu besoin de support. Heureusement, Emeline était là pour me dire, t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais te faire à manger, ça va être cool. C'était pendant le Covid. C'était première ou seconde dose? Seconde dose. Donc du coup, il a fallu que je gère mon examen de 48 heures, plus Emeline en PLS sur le sol. Autant vous dire que c'était un super examen. Le petit créneau, démarrage à 7 heures. Ça pique quand vous avez un 48 heures d'examen, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous dire je vais commencer à 16 heures, parce que sinon, les dernières heures, vous n'allez pas les utiliser, vous allez être trop mort. Donc j'ai commencé tôt le matin, 7 heures. Au bout de 45 minutes, découverte du premier bypass, j'ai eu extrêmement de chance. Mais vraiment. Enfin, en fait, je suis tombé dessus par hasard parce que j'avais fait ma bonne méthodo, mais j'ai eu de la chance. 8h30, script d'exploit du bypass 1. Vous noterez que le développement d'exploit, ça prend autant de temps que la découverte de vulnes. Et pourtant, je suis habitué à scripter. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si vous n'avez vraiment pas faculté pour développer, il va falloir un peu travailler dessus. 8h40, découverte de la RCE sur la première box. 9h, script de la RCE sur la première box. Donc après 2 heures, j'avais la première box. C'était une application, si je dis pas de bêtises, en PHP, je crois. Ça devait être un framework PHP. Donc plutôt rapide celle-là. Et j'étais content parce que du coup, quand on a la première box en quelques heures, on se dit qu'on a le temps pour la deuxième. Découverte du bypass à 12 heures sur la deuxième box. Donc pareil, au bout de 3 heures.
script d'exploitation du bypass, c'est bypass 2, pardon, ça m'a mis 3 heures. C'est-à-dire que j'ai trouvé la vuln, et de développer l'exploit pour exploiter la vuln, ça m'a mis 3 heures. Et pourtant, request sous Python, je connais. Pour vous donner un peu une idée. 17h40, découverte de la deuxième RCE. Donc 2h40 après, 3 heures pour trouver une vuln quasiment. Et c'est plutôt bien pour l'application que j'avais. L'application n'était pas si grande que ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus large, et en même temps je me dis heureusement qu'elle n'était pas aussi large. Et comme je vous ai dit, il y a plein de rabbit holes, etc. Je pense que j'ai eu de la chance, j'ai dû me faufiler entre les rabbit holes, mais il suffit qu'on tombe dedans et on passe des heures. 18h30, donc du coup, j'avais le script fonctionnel pour la deuxième RCE. Ce que je retiens de l'examen, elle va résumer en une image. Voici une illustration de la connexion RDP aux machines d'OffSec pour l'examen. Donc toute l'analyse de code source, ça doit se faire sur leur machine, parce qu'il ne faut pas rabattre le code source sur sa machine pour éviter le leak. Donc vous êtes en RDP sur leur éditeur de code, sans vos outils, pour faire l'analyse de code. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vous préparer. Enfin, si jamais vous n'avez pas l'habitude d'utiliser VS Code, par exemple, il va falloir vous y former parce que VS Code dans un RDP, quand vous ne connaissez pas, ça prend du temps. Ensuite, un peu comme le SCP, 24 heures de rédaction en anglais, avoir son modèle. Voilà. C'est bon, c'est terminé. On a passé les 2 box. Un petit soulagement. Du temps passe. Je change de boîte entre-temps. Je me dis, tiens, j'irais bien faire un tour sur mon rapport d'OSWE, parce que il y a quand même des choses intéressantes, j'aimerais bien le relire. Forcément, impossible de mettre la main dessus. Pourquoi impossible? Parce que j'avais fait attention d'avoir une seule copie de ce document-là. Il faut savoir que si vous faites fuiter un rapport de l'OSCP ou de l'OSWE ou d'OffSec, il vous révoque toute votre certification, en fait. L'ensemble des certifications. D'où l'intérêt d'avoir un minimum, enfin, le moins de copies possible, et encore moins, moi j'ai fait le choix en tout cas de ne pas avoir ça sur du cloud. Résultat, j'ai paumé mon rapport OSWE. J'ai envoyé un mail à OffSec, et ils m'ont répondu tout simplement, on ne fait pas de rétention de rapport. Donc tout ça pour ça. Un peu les boules, mais bon. La question, et après, donc après j'ai fait une pause très honnêtement, parce que 2 certifications en un an, c'était déjà beaucoup. En plus, c'était la fin du confinement, donc j'ai un peu profité. Je tends quand même vers d'autres certifications comme le PASI, si ça vous parle, le prestataire d'audit de sécurité. Et l'OSEP qui va être un peu comme le SCP, mais plus orienté Active Directory, évasion antivirus, en tout cas un peu plus avancé. Je vous dis, je tends vers ça, peut-être, je sais pas. Bon, la réalité, c'est que j'ai toujours pas récupéré un cours de l'OSEP. Et donc, je suis toujours pas en train de réviser l'OSEP. Voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, je t'écoute. Est-ce que c'était dur de gérer le fait de devoir travailler toute la journée et ensuite de te remettre sur ton challenge? Ok. Alors la question c'est est-ce que c'était dur de travailler toute la journée et ensuite me mettre sur ma révision? Alors j'ai eu la chance qu'il y ait le Covid et donc qu'il y ait le confinement et donc que je sois chez moi sur mon environnement de travail quasiment directement. Donc j'avais pas le temps de trajet ou ce genre de choses. Ensuite j'étais chez Sec IT à l'époque. J'ai eu une entreprise vraiment pas mal. On avait assez de temps pour la R&D et qui était assez conciliante par rapport à ça. Donc j'avais pas trop de difficultés, j'avais pas une surcharge de travail et donc j'avais assez de force pour travailler sur l'OSCP. Après, c'est vrai que c'était fatigant, hein, très honnêtement. Passer plus OSCP, quand je suis arrivé sur l'OSWE, là, ça devenait vraiment, vraiment compliqué. Surtout que c'était beaucoup plus compliqué techniquement, il fallait vraiment se concentrer. Et des fois, pour faire un tout petit pas, ça prenait toute la soirée. C'est-à-dire juste pour, je dis une bêtise, juste pour instancier une connexion vers un service, ça pouvait prendre la journée, quoi. Donc c'était assez dur. Heureusement qu'il n'y avait que D-Box. Ouais, je t'écoute. C'était quoi ton setup pour les deux certifs? C'était le même ou Mon setup pour mon OS, etc. Ouais, j'avais le même setup. Et j'avais même les notes OSCP accessibles depuis l'OSWE. Et c'était utile. Ouais. Ouais, j'ai gardé les mêmes. Ouais. Alors, du coup, on a une question. Quelle partie du passif audit de code?
Pour moi, ça serait... Alors non, j'aimerais bien tendre vers l'audit de code, malheureusement, en fait, il y a peu de boîtes en France. Enfin, il va y avoir des boîtes d'audit de code, surtout des CST. Je pense notamment à Mosys, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, moi je préfère l'audit boîte blanche où c'est un peu moins approfondi. C'est pas, on n'en vend pas assez en France, c'est pas ce qui est proposé. Moi je vais tendre plus vers partie pentest et audit de conf, je pense. Et du coup, il y a Switch qui te demande pourquoi tu veux faire passif. Pourquoi pas non, parce que c'est demandé par les entreprises et que c'est toujours gratifiant d'avoir une certification et une reconnaissance de la part des entreprises. Comment est-ce que tu fais pour gérer psychologiquement 48 heures en restant productif? Ah si, c'est super intéressant ça, j'en ai pas parlé. Pour moi, l'important pendant les certifications, ça a été de prendre des pauses. Donc là, on se dirait, bah, tiens, en 12 heures, il a tryhard. En vrai, le fait de prendre des pauses, ça permet d'avoir un recul, mais immense. Et ça permet d'éviter les rabbit holes. C'est-à-dire que à chaque pause que je faisais, j'étais là, ah mais oui, je suis bête. En fait, il suffit juste que je fasse ça. Puis je revenais sur ma machine, ça marchait. Ou alors, ça me donnait de nouvelles idées. Et la prise de pause, ça permet vraiment, d'une part, de se reposer, de se déconnecter un peu, et d'avoir une autre vision sur l'examen. Moi après, je vous avoue que quand on a un chronomètre comme ça, avec le temps qui compte, on n'arrive pas à oublier le fait qu'on est en train de passer un examen, quoi. Pourquoi est-ce que tu conseilles l'OSCP aux débutants alors que, au vu de ton rétex, c'est pas une certif très facile? En fait, dans mon rétexte, j'ai mis des exemples compliqués pour rassurer les personnes qui avaient envie de technicité. Pareil pour le SWE. Derrière, en fait, le niveau que vous allez vous imposer, par exemple les 60 box avec the box, vous n'êtes pas obligé de les faire. Pareil pour les 50 box du lab, ou 70 box, vous n'êtes pas obligé. Et l'examen, on peut le passer au final avec les compétences juste suffisantes. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que par là, la formation en elle-même, si vous le souhaitez, elle peut vous apporter énormément. Je vais rajouter quelque chose aussi. En tout cas, moi, ce qui me faisait peur, c'était justement le niveau technique. Et il faut savoir qu'on entend forcément une majorité de personnes qui ne réussissent pas parce qu'ils viennent se plaindre sur Internet, etc. Sauf qu'il y a en vrai, il y a énormément de personnes qui passent l'OSCP, pas tous les jours, mais enfin, ouais, tous les jours, et qui ne disent rien, qui l'ont, et voilà. Donc voilà. Moi, j'ai pu travailler avec une personne qui passait la certification en même temps que moi. Et elle était vraiment en galère tout le temps, mais parce qu'elle prenait pas le temps de lire les messages d'erreur. C'est-à-dire qu'elle va lancer un script Python. Le script Python, il l'a copié-collé depuis exploit.db. Il y avait un seul ligne qui n'était pas bon. Et ben, il va pas prendre le temps de lire le code d'erreur, et ce qui fait que l'exploit va marcher, quoi. Mais voilà, le niveau de difficulté, il va s'arrêter là. C'est-à-dire que s'il avait pris le temps de lire l'erreur, il aurait été en mesure de corriger son script et ça serait passé. Et c'est ça pour tout. Si on est méthodique, si on est rigoureux, normalement, il n'y a pas de raison. On n'a pas le droit d'utiliser des tools automatisés, mais par exemple, est-ce que j'ai le droit de ressortir mes meilleurs scripts que j'utilise depuis 6 mois, que j'ai codé moi-même? Ouais. Alors, il n'y a pas le droit d'utiliser des tools automatisés pour l'exploitation. Par contre, pour l'énumération, il y a le droit. Et il n'y a pas le droit pour la découverte de vulnes. Enfin, c'est un peu compliqué. Pour l'élévation de privilèges, il y a le droit. Donc tout ce qui est linpiece, linenum, etc. Winpiece également. Vous avez le droit d'avoir des tools manuels, je pense, à partir du moment où vous êtes en mesure de prouver que c'est vous qui l'avez fait. Je pense qu'il y avait des tools par exemple qui existent, qui s'appellent AutoRecon, qui permet de faire les scan and map avec toutes les options bien adaptées pour l'examen OSCP. Voilà. Après, il y a eu un drama assez récemment, c'était justement sur linpiece. Donc linpiece, c'est un binaire qui permet l'élévation de privilèges, on en a parlé, qui permet de faire de l'énum. Et il se trouve qu'il y avait un petit exploit qui était embarqué par linpiece et ça a invalidé la certification d'un pentester. Et ça a fait un drama sur Twitter et du coup ils lui ont donné sa certif au final. Donc bah, ça va faire attention si vous avez des scripts d'auto-exploit, c'est bien. Après honnêtement à voir en fonction du contexte. Vu que vous avez déjà le droit aux outils comme SMB Map, SMB Client, Hydra, tout ça, c'est peu probable que vous ayez des tools auto-exploit pour l'examen. Sur l'OSCE. Alors j'en ai parlé justement, en fait l'OSCE, ça n'existait pas, enfin ça existait avant, ça a été supprimé il y a 3 ans, à peu près, et ça a été remplacé par l'OSWE, l'OZEP et l'OZ, donc 3 certifications avancées, sachant que l'OSWE ça existait déjà avant. Donc l'OSWE c'est une partie, si vous voulez, de l'OSCE actuel,
Et l'OZEP, l'OZEP que je suis en train de travailler actuellement, c'est aussi une partie de cette certif. Donc moi, je tends vers ça, sachant que c'est assez compliqué. Je pense que c'est une certification qui est gratifiante. Ouais. Mais l'équivalent l'équivalent en cours entre la première certif OSCE et la nouvelle, bon, il a triplé voire quadruplé en fait. Et le niveau technique, c'est pareil, il a beaucoup évolué. J'avais une question sur l'avis des professionnels que tu en as eu sur la licence GIEC. J'ai pas eu d'avis sur celle-là. Par contre, j'ai des amis qui ont passé des certifs Sens, notamment sur de la forensique, etc. Après, souvent, sur le PND, je pourrais pas donner mon avis, mais après, souvent, c'est des certifications qui sont proposées par les entreprises, celles-là, parce qu'elles sont pas forcément accessibles pour tout le monde. Et c'est des certifications qui sont reconnues en général. Ouais. Donc, en tout cas, les certifications Sens, elles sont reconnues. Donc, Et il y a Switch qui demande si tu as des wordlists custom ou par défaut qui font. Oui, mais alors pour la SCP, ce sera pas nécessaire, mais pour le pentest, ouais. Bah, j'ai fait un travail sur mon ancienne boîte où j'ai fait une analyse des différentes wordlists pour optimiser mes wordlists. Après, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est faire des wordlists custom en fonction du contexte. Par exemple, il y a l'outil Qul, CWL, qui permet de crawler une page web, de sortir les mots-clés et vous rajoutez ça à votre wordlist. Après, il faut faire la différence entre les brute force locaux et remote. Donc oui, j'en ai, mais c'est pas nécessaire. Bon, attends, je vais commencer par toi parce que elle a déjà eu sa question. Je t'interroge après. RTO, ça me dit quelque chose de nom, ouais, mais après Team Operator, ouais. Ouais, ça me parle. Mais ouais, ça me dit quelque chose. Enfin, j'ai des potes qui m'en parlent, mais après. Ah, pour l'instant, moi, j'avais déjà ma roadmap. Après, m'orienter vers du Red Team, ouais, pourquoi pas. Maël, du coup. Ouais. Des trucs inattendus. Ouais, bah en fait, l'environnement, déjà, il est partagé entre plusieurs étudiants. Parce que vous doutez bien que 70 VM par étudiant, c'est juste pas possible. Donc, ouais, j'ai déjà eu des personnes qui étaient avec moi sur la même box. Un truc qui peut être chiant, par exemple, c'est que le mec décide de reboot votre box à ce moment-là. Et le pire, c'est quand vous avez une machine avec 2 pivots et que votre premier pivot est rebooté. Allez, une petite heure à remonter le tunnel. Donc, ouais, j'ai eu des trucs comme ça. Après, pas de. Enfin, si je vous donne un petit détail, sur certaines box, il va y avoir des images. Et il y a certaines box qui vont être orientées un peu CTF. Et toutes les images du lab OffSec, je les ai retrouvées sur Aperisolve. Voilà, pour vous donner une idée. Sinon, pas d'autres anecdotes. Ouais. Est-ce que tu as senti un avant-après dans ta vie professionnelle? Techniquement ou ouais, techniquement, ouais. Ouais, clairement. Bah, avant, j'étais plus spécialisé en web, j'avais fait un peu de pentest, mais enfin, j'avais pas fait beaucoup d'internes, peut-être un ou deux, quand j'ai commencé le SCP. Et ouais, forcément, tu apprends à travailler avec des protocoles avec lesquels tu n'as pas forcément l'habitude de travailler, notamment SMB, tout ce qui est POP3, IMAP, SMTP, ce genre de choses. C'est ouais, enfin moi je l'ai ressenti. Et c'est pour ça que j'ai la volonté de continuer, parce qu'en fait l'apport en technique, il n'a jamais été aussi important que ce que j'ai pu avoir avec d'autres choses. J'ai fait le tour sur RootMe, ça m'a appris beaucoup, et pour moi là c'est vraiment super pertinent. Et l'apport que j'ai pu avoir le plus pertinent, c'était vraiment avec The Box, de m'imposer un rythme de 1 à 2 box par jour comme ça. C'était, j'apprenais vraiment tous les jours, quoi. Bon, on est bon. Bah, merci à vous, merci de m'avoir écouté.